Donc la dernière fois, on avait parlé de l'Université des Arts Martiaux et cette fois-ci, on va continuer sur ce sujet. Je rappelle pour les auditeurs que tu es professeur à l'Université Côte d'Azur. Je suis chargé de TD. Voilà, chargé de TD puisque tu es doctorant, tu es en train de Absolument. finir ta thèse en ce moment. Ta thèse qui est sur la Révolution française. Tout à fait. Et tu es aussi karatéka, Oui, 5e dan, et tu es le président d'une association qui s'appelle Shin-Kyokai, tout à fait. qui est active dans la région d'Aix-en-Provence. Absolument. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'Université des Arts Martiaux, et donc on va discuter du programme aujourd'hui. Alors, je t'ai imprimé juste Oui, à côté de toi. Je l'ai vu Voilà. et j'ai pris le temps de le regarder. Alors, le planning est la chose qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Oui. On va parler un petit peu de la logique de ce programme. Alors, comme tu le vois, il y a plusieurs matières que j'ai mis dans le programme. On va parler du semestre numéro 1. Oui. Sur ces différentes matières, donc tu as à la fois des matières littéraires et tu as aussi des matières sportives. Alors, est-ce que toi, de ton point de vue, tu aurais structuré la chose comme ça ou tu aurais fait différemment? Oui, oui, plutôt comme ça pour une raison simple, c'est que tu as placé les éléments théoriques, les sciences humaines, l'histoire, la philo ou les langues, le matin. Et je vois quand même le judo, la boxe l'après-midi. Dans ce que tu notes comme anatomie, par exemple, est-ce que c'est un cours théorique? Est-ce que c'est un cours pratique? Alors, c'est plutôt de la théorie. Je me suis inspiré de ce qui est fait en STAPS, puisque avant de créer le programme, j'ai regardé quelles matières étaient enseignées en STAPS. Et ils ont un cours d'anatomie, ils ont un cours de médecine préventive du sport, ils ont ce genre de cours qui sont plutôt des cours théoriques, mais ils ont parfois des exercices pratiques. Donc le cours théorique peut s'inscrire dans une démarche, on va dire, semestrielle. Donc sur les premières leçons, les élèves auront accès à toute la théorie, et puis éventuellement, soit le samedi matin dans les UEL, soit une après-midi, justement dans le cours de boxe ou dans le cours de karaté, mettre en pratique la médecine préventive du sport, les éléments théoriques acquis. Ouais, moi, je trouve que c'est cohérent. De toute façon, quand tu me l'avais adressé par mail, et en plus, avec à l'esprit ce que tu avais indiqué dans tes 2 précédentes vidéos, ça me paraissait cohérent. Moi, ce qui me frappe, c'est que tu as vraiment pensé quelque chose, tu as pensé une université au sens propre. Et ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que ça embrasse en fait différents champs disciplinaires, ce qui est le cas d'une université. Et surtout, et moi pour le coup j'y suis particulièrement sensible, la dynamique Bunbo Ryodo. La double voie en fait des lettres et du combat. Et je pense que c'est ce qui est justement négligé dans les formations d'instructeurs de manière générale. Par ailleurs, dans la façon dont tu penses la chose, ça transparaît par l'importance que tu as accordée à la philosophie et à l'histoire. Ça revient quand même régulièrement dans ton programme. C'est que tu centres le propos ou la formation sur le pourquoi. Là où très souvent dans ce qui assimile les sports ou arts martiaux, les gens sont très vite, trop vite de mon point de vue, dans le comment. Et j'avais d'ailleurs remarqué ça dans les formations au métier du sport, du loisir, à l'animation. À chaque fois que j'ai voulu mettre en place des éléments un peu de réflexion qui s'apparentaient à de la philosophie, à de la psychologie, j'avais toujours des opérationnels qui me demandaient, des cadres qui me disaient, tu sais, son travail c'est pour des opérationnels, donc il faut que ce soit très pratique et que toi-même tu sois dans l'opérationnel. Et à chaque fois je répondais, mais alors en fait on a besoin de quoi? D'exécutants ou de gens qui vont réfléchir à ce qu'ils vont mettre en place et pourquoi ils vont le mettre en place à tel moment, de telle façon. Donc ça ressort de ce projet. Je salue la démarche, voilà, c'est pertinent. Alors il y a une chose que j'ai pas mis parce que j'ai pas eu le loisir de faire plusieurs versions. Et en réalité, si on regarde le programme dans le temps long, le principe du programme, c'est de permettre soit la formation, soit la continuité de formation de quelqu'un qui pratique déjà les arts martiaux. Donc imaginons que quelqu'un s'inscrive à cette université en ayant par exemple 1 an ou 2 de karaté derrière lui. Il s'inscrit à l'université des arts martiaux, donc il a commencé le karaté au lycée, disons. Il s'inscrit à l'université des arts martiaux, il faudrait le former en karaté, en boxe, en judo, éventuellement dans d'autres arts martiaux avec ou sans armes. C'est difficilement faisable en réalité. Ouais, absolument. C'est-à-dire en termes de temps, premièrement, il y a le temps de repos des muscles. Là, d'après le programme que j'ai fait, les mecs ou les meufs font 2 heures de sport chaque jour. Donc il n'y a pas de temps de repos alloué au repos du corps. Il y a à la fois la fatigue musculaire spécifique à prendre en compte, mais il y a aussi la fatigue générale. Quelqu'un qui doit à la fois étudier, mais qui a en plus son corps physiquement épuisé de plus en plus dans le temps long, puisque l'épuisement s'accumule au fur et à mesure des semaines,
il est possible que ça pose problème. J'ai pas regardé exactement comment c'était en STAPS. C'est la question que j'avais posée. Voilà, je suppose qu'ils ont des jours où ils font pas de sport. C'est important d'avoir... c'est quelque chose que j'explique beaucoup à mes élèves et notamment aux adolescents. C'est-à-dire que le temps de repos joue un rôle fondamental dans la récupération. J'avais lu une interview il y a quelques années, non, il y a plusieurs années maintenant, il y a vraiment plusieurs années, de Marc Dacascos, et qui expliquait qu'il ne s'entraînait pas tous les jours, en tout cas pas de manière intensive tous les jours, justement parce que il fallait tenir compte des blessures, du surmenage, que le corps, ma foi comme l'esprit, a besoin aussi d'un temps d'assimilation et de repos. Donc ça, après, ce sont des questions d'aménagement d'emploi du temps. Mais si on est en plus dans cette dynamique de l'art martial comme étant un facteur favorisant la santé et le bien-être, il faut une congruence. Et donc, il faut mêler la théorie et la pratique par rapport à ça. Et donc, c'est là qu'il y a un point d'inflexion sur le programme, que si on veut former quelqu'un à la fois dans les arts de percussion et dans les arts de préhension, donc les arts de percussion, tout ce qui est boxe, karaté, etc., où on a des frappes, et les arts de préhension, tout ce qui est lutte, judo, jujitsu, etc., ça va demander quand même un investissement de temps très grand. Et en fait, ça ne rentre pas en termes de temps donné pour une pratique simplement l'après-midi si on ne fait pas du sport tous les jours. Alors, il y a 2 autres versions du programme que je n'ai pas mises là. Ça, c'est une version du programme dans laquelle l'Université des arts martiaux, en fait, serait une université où obligatoirement le pratiquant apprend tout. L'appréhension, la percussion, éventuellement même les armes. Parce que j'avais posé la question de la spécialisation éventuelle. Et il y a une autre version du programme que je n'ai pas encore imprimée, dans laquelle l'université offre 3 parcours en réalité. Oui. Donc c'est un petit peu comme la fac ici, c'est-à-dire il y a le parcours histoire-géo, il y a le parcours histoire-lettres, et puis il y a le parcours histoire de l'art et archéologie. C'est un peu la même chose, il y aurait un parcours préhension, un parcours percussion et un parcours pour le maniement des armes traditionnelles. Mais ça forme des spécialistes de ces domaines-là qui ne connaissent pas du coup l'autre domaine. Alors on peut imaginer que, je sais pas moi, pour le parcours préhension en judo, le gars se spécialise dans le judo et le jujitsu, mais il est obligatoirement une matière de percussion à choisir. Oui, un système d'options. Voilà, c'est ça, un système d'options. Ça, c'est imaginable, c'est faisable, mais voilà, ça pose la question, au final, la question qui est derrière tout ça, c'est l'aspect professionnalisant. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne de cette manière-là, c'est quand même difficile. Il y a à la fois les cours théoriques, plus la pratique. Il faut que ça lui soit directement rentable pour un futur métier. C'est là où c'est potentiellement plus difficile. C'est ça. Et en fait, imaginons un professeur qui ouvre son dojo après avoir pratiqué à l'Université des arts martiaux, il aura forcément un certain nombre de créneaux horaires disponibles. Il va enseigner le soir, comme c'est le cas maintenant. Et du coup, même s'il enseigne tous les soirs de la semaine, s'il veut former correctement ses élèves, il faut qu'il leur propose au moins 2 fois par semaine les mêmes cours. Oui. Donc même s'il a été formé en judo, en karaté, en aikido, en capoeira, en dieu sait quoi, il ne pourra pas faire un jour judo, un jour karaté. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, est-ce que lui-même faire ça à l'université, ça lui servirait, ou au contraire, il faudrait plutôt qu'il se spécialise? Moi, je pense que c'est plus applicable si un prof par exemple, de judo, jujitsu et lutte, propose lundi, jeudi, judo, mardi, vendredi, jujitsu, et mercredi, samedi matin, il fait lutte. Et là, il a 3 arts de préhension qui sont liés entre eux, et il les enseigne dans son dojo privé, et c'est peut-être plus faisable. Mais c'est un spécialiste de l'appréhension. On doit avoir la sagesse de dire qu'on ne peut pas tout faire en réalité. Alors c'est important d'être spécialiste de quelque chose parce qu'à un moment il faut pouvoir aller au fond des choses et c'est aussi le principe d'une université, on pourra y revenir, mais de travailler vraiment dans le détail. J'avais rencontré à la fac d'Aix un spécialiste de langue et civilisation japonaise et qui m'avait dit que l'idée, à l'époque où je reprenais les études, c'était de travailler comme avec une pièce de monnaie et d'aller chercher vraiment détail par détail. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus s'enfermer, en considérant par exemple qu'il n'y aurait rien d'autre autour de son champ d'investigation. Donc la question des options peut être une alternative intéressante. C'était pas si mal le DUG en fait, le diplôme d'études universitaires générales, avec un programme qui effectivement est plus généraliste sur une année ou 2, sans surcharger en termes d'heures, mais avec une approche généraliste. Concrètement, en histoire, on voyait vraiment les 4 périodes. Donc, on pourrait, dans le cadre des arts martiaux, se dire qu'on a plusieurs disciplines, avec peut-être moins d'heures,
une approche plus pour avoir des éléments au moins de base de différents types de disciplines, préhension, percussion, soumission, et rentrer sur quelque chose de plus spécialisé à partir d'une 3e ou d'une 4e année, comme on le fait en master en fait. Et garder effectivement la possibilité des options. Et tu mettais en avant la question de la professionnalisation. Moi, c'est un élément que j'avais noté aussi. Nous avons une transmission de pensée avec un point d'interrogation, c'est les débouchés professionnels. C'est-à-dire que dans une université, tu as beaucoup d'étudiants, tous ou presque ressortent avec des diplômes, et que fait-on de ces diplômes? Surtout dans un secteur d'activité, en l'occurrence celui des arts martiaux, où tu ne peux pas avoir 50 dojos par ville en fait. On va revenir en arrière, on va parler de la question de la temporalité. Effectivement, un bon système, c'est un système que j'ai pensé mais que je n'ai pas mis sur le papier parce qu'il a aussi des problèmes. C'est de dire, ok, par exemple pendant la licence, ils apprennent l'appréhension et la percussion, et même un peu les armes. Oui. Et ensuite, en master, ils choisissent une ou deux matières dans lesquelles ils se spécialisent. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un gars qui apprend à la fois la boxe, le karaté, le judo, la lutte, etc. pendant sa licence. Donc, pendant 3 ans, il doit apprendre 3 ou 4 arts martiaux. Bon, vu la charge de travail que j'ai mis là, allez, c'est faisable d'avoir les bases au moins. Oui. Et ensuite, en master, pendant 2 années de master, il va devoir choisir un art martial ou 2, admettons, et se spécialiser. Donc on pourrait avoir le cas du gars qui a fait de la boxe française, de la boxe anglaise et du judo et de la lutte, et qui, une fois arrivé en master, va se spécialiser dans le judo. Et donc il aura à la fois les bases de judo, de lutte, boxe française, boxe anglaise, mais aussi une spécialisation plus avancée en judo. Et comme l'université est imaginée comme une université des arts martiaux, bah, ils passeraient les grades en même temps, les gars. Oui. Donc on peut imaginer qu'à, je sais pas, à la fin de la licence, ils aient la ceinture noire, et puis à la fin du master, ils aient le 2e ou le 3e dan. Je rebondis directement dessus. Moi, je pense que le système des grades tel qu'il est pensé, au moins tel qu'il est pensé en France, est le problème majeur. Parce que c'est pensé comme un monopole, et en l'occurrence un monopole financier. Alors pour le coup, qui est complètement même à rebours de ce qu'est une université. Pour revenir légèrement à mon tour un peu en arrière sur la question de l'interdisciplinarité, je pense que c'est fondamental, parce que l'une des données problématiques que nous avons, je pense, depuis 40-50 ans, peut-être même un peu plus, ça a été l'ultra spécialisation des arts martiaux. Je caricature un peu, mais disons que grosso modo, on a expliqué que le karaté c'était la percussion, le judo c'était l'appréhension, et l'aïkido c'était la soumission avec le travail des clés. Bon, évidemment, j'indique ça de façon très générique parce qu'il y a une floraison, de disciplines martiales connues aujourd'hui, mais ça a empêché les gens justement d'avoir cette approche universaliste, et parce que l'objectif d'une université, toujours important de le rappeler, c'est l'idée de corps, de corpus, de collège. Donc c'est une école supérieure, dans laquelle on rassemble en fait les connaissances qui sont éparses, et effectivement il y a de la spécialisation, mais il y a aussi l'idée de prendre dans différentes disciplines ce qui peut nourrir sa propre recherche. Et pendant très longtemps, on ne l'a pas fait dans nos disciplines, même si je pense qu'il y a des évolutions de cette manière-là. Pas forcément dans le cadre des fédérations d'ailleurs. On en arrive à cette question des grades. On a une situation en France qui est quand même unique au monde, et pas forcément pour le meilleur, où depuis une loi de juillet 84, je crois, et ça a dû être réévalué en 2000, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent s'il n'a pas été décerné par une commission spécialisée d'une fédération délégataire. C'est un système qui est en fait aberrant. Quand tu passes un diplôme universitaire, ma foi, que tu sois dans telle ou telle université, que ce soit une université dite libre ou publique, bah, tu as une licence, un master, un doctorat, et le diplôme qui t'attribue un grade vaut ce que le papier indique, quelle que soit la source qui te l'a donné. Le système est encore plus pernicieux dans cette façon dont on les délivre sur le plan fédéral, hein, j'entends. J'ai écouté il y a pas longtemps une vidéo, pas forcément récente d'ailleurs, d'un expert que j'apprécie du reste beaucoup pour son travail. Il se désolait en fait que des gens aillent passer des grades à l'étranger. Je crois qu'il disait, sans compter, je dirais rien sur ceux en plus qui vont passer des grades à l'étranger. Et j'ai trouvé que la remarque était étonnante, voire absurde. Dans toutes les filières, on encourage les gens à aller se former et passer des diplômes à l'étranger. Pourquoi ce serait problématique dans le cadre d'un grade d'arts martiaux? Et même au contraire, si tu vas passer un diplôme à
telle université à Munich, à Tokyo, ou à Madrid, ou à Tunis, ce n'est absolument pas problématique. Et tu ressors avec ton diplôme de l'université, tu arrives en France, on peut te dire « Ah ben non, vous avez un doctorat de l'université de Munich, on ne le reconnaît pas ». Ça n'a aucun sens. Et je pense qu'un système comme celui que tu décris, il permettrait de casser cette pratique et ce monopole. En fait, il faut le dire clairement, franchement malsain. J'entends qu'il y a un cadre réglementaire, et c'est normal qu'il y ait... Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des fédérations. Ce qui me pose problème, c'est la manière dont on arrête le monopole. Il peut y avoir plusieurs fédérations, comme il existe plusieurs organismes de formation, dans le secteur du loisir et du sport même, comme il existe plusieurs universités. À partir du moment où on a une charte qualité et un cadre, en soi, ce n'est pas problématique. Alors justement, je vais rebondir sur la charte qualité, puisque historiquement parlant, pour en revenir au problème des fédérations et de ce système d'université, en fait, historiquement parlant, les universités à l'origine étaient indépendantes. Et puis, quand on a eu l'Europe, etc., les universités se sont dit, bon, on va faire en sorte qu'un mec qui ait son diplôme à l'université de Madrid, eh ben, il ne soit pas emmerdé pour travailler en France. Donc, on va faire en sorte que les diplômes obtenus dans les universités au sein de l'Europe soient reconnus par tous les pays qui sont membres de l'Union européenne. Ça a demandé un gros travail puisqu'il a fallu se mettre d'accord sur un certain cadre. Et les fédérations sportives des différents pays pourraient faire exactement le même cheminement. Et au sein, par exemple, de l'Union européenne de karaté, dire, bah voilà, on a une quinzaine, une vingtaine de pays qui ont vraiment des gens compétents pour la formation. On va créer un cadre structurel qui permet aux gens qui passent le diplôme, je sais pas, à Londres, à Marseille, à Madrid, à Dieu sait quelle ville, d'avoir son diplôme reconnu dans tous les pays membres de l'Union européenne de karaté. C'est faisable, mais ça nécessite que les gens se mettent d'accord sur le contenu, sur la charte de compétences acquises pour tel niveau, tel grade, etc. Or, on le voit bien, les fédérations au niveau national déjà sont pas capables de maintenir ce cadre. Alors au niveau international, c'est un doux rêve éveillé pour le moment. Bon, il n'est pas difficile, sachant que le karaté a une fédération mondiale, de faire jouer la politique en disant, voilà, la fédération mondiale crée un projet avec exactement ce qu'il y a eu d'ailleurs en judo. En judo, il y a eu la progression française. Pour telle ceinture, vous devez connaître telle projection, telle prise, telle immobilisation au sol. Pour telle autre ceinture, tel truc, tel truc. Créer un programme de cette manière-là et dire, voilà, si vous, dans vos examens de grade, vos jurys ont le programme et le font appliquer aux examinés, à partir du moment où les examinés ont le grade, il est valable partout. Donc tous ceux qui respectent la charte permettent à leurs examinés d'avoir un diplôme reconnu, soit au niveau Europe, soit au niveau monde. C'est faisable. Mais encore une fois, ça nécessite que ces gens qui sont dans une lutte de pouvoir continuelle au niveau des fédérations se mettent d'accord pour le bien commun. Bon, j'ai fait de l'histoire depuis un moment, j'ai jamais vu ça arriver. En général, ils ne se mettent pas d'accord pour le bien commun, ils se mettent d'accord pour leur propre intérêt. S'ils voient que ça a un intérêt au niveau des licences, que ça peut ramener du monde, parce que voilà, les gens ils ont des projets d'aller à l'étranger, donc ça peut être utile. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ils sont dans une guerre perpétuelle entre la fédération, qui va prendre la tête de la Fédération mondiale de karaté. En judo, ça va un peu mieux. Souvent, on parle, dans le dernier épisode, on a été très critique à propos des fédérations parce qu'on avait en tête la fédération de karaté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En judo, je trouve que ça va mieux. Parce qu'en judo, il y a à la fois les points à marquer en compétition et à la fois un examen théorique à valider devant un jury. Donc, le gars doit être à la fois bon en compétition, il doit pouvoir marquer des points. En général, même s'il n'est pas très bon, il finit quand même par marquer des points au bout d'un certain temps et d'avoir le nombre de points suffisant pour pouvoir avoir son grade validé. Et une fois qu'il a le nombre de points suffisant, il peut passer l'examen théorique et démontrer les prises devant un jury. Bon, en karaté, on pourrait très bien imaginer le même système. En judo, je trouve que c'est pas un mauvais système, ça marche plutôt bien. Et puis, ils sont pas trop zinzins en judo avec l'efficacité, etc. Ils savent depuis longtemps que le judo est un sport. Oui. Donc, à partir du moment où l'examiné exécute correctement les projections, bon, la partie théorique est validée. Ensuite, on voit s'il est capable d'utiliser ses projections en compétition et de marquer le nombre de points nécessaires. C'est pour les hauts grades qu'il y a des problèmes politiques en judo. Mais pour le karaté, dès les ceintures noires
deuxième, troisième dan, déjà, il y a des gros problèmes. Oui, en fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe, c'est la question des courants et de la difficulté à faire cohabiter des courants. Théoriquement, ça ne devrait pas être le cas à l'université, c'est-à-dire que théoriquement, même dans l'université, on pourrait avoir plusieurs courants de recherche et sans jeter l'anathème sur les uns et sur les autres. Mais si on est sur le karaté, par exemple, tels élèves qui vont travailler avec tels experts vont avoir du mal à considérer comme qualitatif un travail très différent, radicalement différent, de tels élèves qui sont dans la lignée d'un autre expert. On entend régulièrement des choses de l'ordre de « Ah ouais, non mais lui, c'est un peintre » avec toute la portée péjorative que ça peut avoir, parce que tu comprends, il n'a pas tourné son genou en faisant ça, ou parce qu'au contraire, il l'a fait. En fait, ça amène la question de la querelle de chapelle. Alors que nous sommes dans des disciplines qui se veulent pragmatiques, et que les querelles de chapelle n'ont pas leur place. On doit pouvoir avoir des confrontations et puis on doit pouvoir exprimer effectivement des formes, des approches différentes. Et ça amène la question du contenu et de la manière dont on aborde le contenu. Je m'explique, tu évoquais ces problématiques pour le karaté. Les gens qui font du karaté de compétition aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui ont fait de la compétition dans les années 70 ou 80. Hein. Il suffit de voir des images et de comparer les deux pour se rendre compte que dans un cas, on a une confrontation certes ritualisée mais qui s'apparente vraiment à du combat et où, passe-moi l'expression, on charbonne. Et dans l'autre, on a une espèce de concours de marsupilami qui hurlent en retirant leurs poings, histoire de dire « Regardez, j'ai touché » et qui sont convaincus en fait que le combat, c'est ça et que c'est utile ou efficace pour le combat. Et à l'inverse, on a les tenants d'une tradition verrouillée qui sont dans un académisme outrancier, qui vont voir le kata non comme une forme mais comme un moule, alors évidemment en se cachant derrière le fait qu'il existe deux kanji, par définition ça ne doit pas bouger, et qui pour moi sont dans le même travers en fait. En tout cas, ça aboutit au même résultat. Et que dans le cadre d'un programme universitaire, je pense qu'il y a nécessité de dépoussiérer un peu tout ça, ou au contraire de remettre un peu de cadre. Je vais faire un blasphème, c'est le kata. Qu'est-ce que le kata en fait? Kenji Tokitsu avait écrit un livre intéressant sur les katas. Alors après, c'est sa lecture, son approche, mais en tout cas, il a le mérite de l'interroger. Je vais employer un gros mot. On devrait considérer les arts martiaux comme une épistémée, c'est-à-dire au final comme une discipline, une science qui a des règles et qui de fait peut être étudiée, abordée de manière rationnelle, que l'on peut critiquer, que l'on peut remettre en question à partir de la recherche et amener l'idée que en karaté par exemple, il y a un moment où il faut arrêter de dire aux gens on va faire du Gohon Kumite, on va faire du Sanbon Kumite, que le Bunkai c'est on est face à face, en Yoi, on ne bouge pas, on attaque en Oizuki et on se demande s'il y a d'autres attaques qu'Oizuki, qu'on pose la question véritablement de ce qu'est un kata. Quand on fait un Bunkai, moi j'ai eu un jour un expert qui j'étais jeune deuxième ou troisième dan à l'époque, je ne sais plus, et on travaillait sur Jite je crois. Et il me dit, je le cite à peu près de mémoire, non mais là, ce que tu as... ton interprétation, tu vois, je m'énerve. Ton interprétation, elle correspond pas au kata. Pourquoi? Parce que je faisais pas exactement le même geste que dans le kata. Alors à quoi que ça sert qu'ils l'ont fait comme ça dans le kata si c'est pour que quoi qu'on fasse, que ce soit différent? J'exagère à peine sur le niveau d'expression. On ne peut décemment pas envisager dans le cadre d'une formation qui se voudrait universitaire de fonctionner comme un charlot, quoi, de cette façon-là, en se disant qu'on reproduit en situation réelle face à quelqu'un un mouvement formel qu'on exécute dans le vide, avec en plus toute la charge ésotérique qu'il peut avoir, la dimension génique, l'idée d'amplifier le mouvement parce qu'on va chercher à éduquer le corps. Donc ça, le travail pourrait commencer aussi par là. Alors il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, oui. C'est la première inflexion, c'est je pense qu'en karaté de compétition, les jeunes qui font du karaté de compétition sont très conscients que ça n'est pas du tout du combat. Tu penses? Ouais, j'en suis même certain. Alors les très jeunes non, parce qu'ils font pas encore, les enfants, les adolescents font pas encore la différence entre un véritable combat et la pratique qu'ils ont dans le club. Eux, on leur dit c'est du karaté, ils ont l'esprit de karaté, c'est du combat, donc un point c'est tout. Par contre, pour les jeunes adultes,
maintenant, on est dans un système associatif où tout le monde a déjà fait un peu de tout. Oui. C'est-à-dire que c'est de plus en plus rare des gens qui ont fait que du karaté. Et dans les clubs de karaté, tu as des gens qui ont fait 1 an de boxe, 1 an de capoeira, 1 an de jiu-jitsu, 1 an de... Et souvent, ils ont fait 1 an de MMA. Oui. Et je parle du MMA comme un archétype, mais ils ont aussi fait 1 an de lutte. Oui. Moi là, par exemple, j'ai interviewé un professeur de boxe dernièrement et j'ai été surpris de voir que dans son club, il avait beaucoup de gens qui venaient de la lutte. D'accord. Et autant dire que ceux-là savent ce qu'est un combat efficace. Oui, d'accord. Parce qu'un arraché de lutte avec la tête la première sur le sol, en général, bon voilà, il n'y a pas besoin de faire une métaphore. Et donc, je pense que les gens qui font de la compétition, de nos jours, ils ont accès aux réseaux sociaux, ils ont accès... Et donc, ils cherchent le spectaculaire dans leur comment dire, pratique des réseaux sociaux. Donc, ils tombent souvent sur des vidéos de combats spectaculaires, soit de MMA, soit de lutte, soit de boxe anglaise, soit de boxe thaï. Et donc, ils savent, puisqu'ils voient la différence, je pense, enfin j'espère. J'espère aussi. Ils savent que le karaté formalisé en compétition, avec une réglementation à la touche, la première touche marque le point, est une réglementation qui fait que le karaté actuel de compétition est très éloigné du combat réel. Puisque en combat réel, l'image même du combat réel, c'est la frappe multiple. Ah bien sûr. Bon, ça arrive, hein, mais en général, c'est d'ailleurs très amusant qu'il y ait une droite et un mec qui pionce tout de suite. Mais en général, c'est vrai que les combats, que ce soit dans des espaces ouverts ou dans des espaces fermés, bah, y a le mobilier qui est en jeu. Si c'est dans des bars, il y a très vite des bouteilles, des chaises qui volent. Absolument. Donc c'est une confrontation, un genre de confrontation qui est très différent de celui du karaté formalisé. Et je pense quand même que les jeunes sont conscients de... Alors peut-être que... Je vais repartir avec une bonne nouvelle alors. Ça va. Mais en ce qui concerne les querelles de chapelle, alors je suis d'accord, je suis même tout à fait d'accord, parce que je l'ai vu dans certaines fédérations qu'on ne nommera pas. Mais je pense que l'Université des arts martiaux doit... Alors je suis aussi d'accord sur le fait qu'elle doit aller au-delà de ça, mais je pense qu'elle doit utiliser ça. J'ai eu un commentaire sur la vidéo qu'on a fait la dernière fois qui était très bien, un commentaire qui soulevait un point très intéressant. Un gars m'a dit « Ok, tu enseignes le karaté à l'université, mais quel karaté ? Shitoryu, Wado-ryu, Shotokan, Kyokushin. Et en fonction des gens qu'on a, effectivement des formateurs qu'on a à l'université, on ne va pas enseigner les mêmes choses. Alors on pourrait très bien imaginer un système à l'américaine où sur le diplôme du mec, c'est écrit les enseignements qu'il a suivis. Oui. Donc par exemple, un pratiquant ou une pratiquante qui suit dans son cursus 3 ans de karaté Shitoryu, et puis de la boxe anglaise de l'école de Philadelphie et de la capoeira de Maestro Intel, sur son diplôme, c'est indiqué licence avec les enseignements qui sont indiqués comme ça se fait d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que même ici aussi, on a accès à un récapitulatif des enseignements suivis dans la licence. C'est pas sur le diplôme, mais... C'est pas sur le diplôme, mais voilà, c'est accessible. Donc, imaginons que la personne numéro 1 suive cet enseignement et que, au moment où la personne numéro 2 arrive, 10 ans plus tard, les formateurs de l'université aient changé. C'est pas grave, partant du principe que c'est une université, c'est pas parce que le contenu a changé, que au lieu du karaté Shitoryu, c'est maintenant du karaté Kyokushin ou du karaté Shotokan, que le niveau intellectuel et de pratique ne serait pas équivalent. Mais ça, voilà, ça soulève les querelles de chapelle. Bien sûr. Et il faudrait partir du principe que tous les styles de karaté se valent. Absolument. Et qu'on peut faire émerger une pratique universitaire, en tous les cas, de tous les grands courants. On va dire Shotokan, Shitoryu, Wado-ryu, Kyokushin, Uechi-ryu éventuellement, Goju. Et Goju. Voilà, c'est les 6 grands courants. Après, bon, on peut discuter des autres. Mais on pourrait très bien trouver 1 ou 2 formateurs compétents, voire même avoir plusieurs cours dans la même temporalité, avec des gens qui suivent plutôt le cours de Shitoryu et d'autres qui suivent plutôt le cours de Shotokan. Mais je pense que ça fait partie des mécanismes d'option qui peuvent être investis et dans lesquels en fait un pratiquant d'arts martiaux de manière générale, même sans aller jusqu'à une université des arts martiaux, devrait s'inscrire. C'est quand même important dans des disciplines qui sont axées sur le combat, à un moment d'avoir le souci de casser son moule. Musashi écrivait « Il faut avoir l'esprit vaste et ample ». Et moi je constate très souvent et à regret que dans nos disciplines, beaucoup de gens en tout cas ont l'esprit vraiment étriqué, quoi. Ils voient par le prisme de leur discipline, de leur style, voire de leur courant au sein du style. Et de mon point de vue, l'avantage d'une structure académique type université
ce serait justement d'amener cette notion juste avant. J'étais sur mon cours, je suis désolé, j'ouvre une incise, mais j'ai travaillé avec les étudiants sur la remise en cause de la religion par les philosophes des Lumières. Et j'ai traité de Diderot et du scepticisme en fait, qui nourrit sa démarche. Il fonctionne par tâtonnement, par expérience sensible, et en fait, on devrait pouvoir fonctionner comme ça dans les arts martiaux, c'est-à-dire je pratique depuis 5 ou 10 ans, on m'a appris ça, ok très bien, mais à partir d'un prisme différent, est-ce que ce que je prends pour efficace l'est véritablement? Et ça amènerait à aborder la question de l'efficacité de manière universitaire, c'est-à-dire de manière scientifique. C'est-à-dire que l'efficacité absolue n'existe pas. On peut tendre à l'efficacité absolue, mais l'efficacité est par définition soumise ou dépendante de paramètres variés. Si on prend Sun Tzu par exemple, déjà le terrain, la connaissance du terrain, mais c'est également la connaissance de soi, la connaissance de l'adversaire, la façon dont on se sent. Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on est fatigué? Comment est-ce que l'on est habillé? Si son spécial c'est un coup de pied retourné et qu'on se retrouve dans une rue où tu as 1 mètre de largeur, ben déjà ton coup de pied retourné il va peut-être pas passer comme tu l'as fait à l'entraînement. Est-ce que le sol est glissant? Donc en fait il y a énormément de paramètres qui entrent en ligne de compte. La question psycho-affective, la manière dont on gère le stress, ce qui amène au passage la dimension de la psychologie. C'est une science importante et dans le cadre de la formation d'un combattant, c'est une donnée fondamentale. Moi je suis de ceux qui plaident pour relativiser l'efficacité. Alors évidemment on a toujours des gens qui vont dire ouais mais si je prends un sabre que je te coupe la tête ou que je te mets une balle dans la tête, oui certes. C'est un petit peu la même notion que la vérité historique en réalité. Oui. Quand on étudie un document en histoire, on a le bouclier de commentaires autour du document qui nous permet d'extraire la vérité de ce document dans le cadre de l'étude qu'on en fait. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ne comprennent pas pourquoi les historiens réétudient les mêmes documents de génération en génération. C'est que les gens souvent me disent mais ce bouquin a déjà été étudié ou cette charte a déjà été étudiée, pourquoi toi tu... Oui mais parce que moi je vais poser à ce document des questions différentes, je vais avoir un œil neuf et je vais extraire une vérité historique qui n'est peut-être pas la même, et c'est pas pour autant que c'est une fausse vérité ou que ça a moins de valeur. Et c'est un petit peu la même chose en arts martiaux pour l'efficacité. L'efficacité est relative au contexte de son emploiement, et la vérité historique c'est exactement pareil. Quand j'ai un document en face de moi, que ce soit un dossier d'archives aux archives départementales ou que ce soit une photographie prise dans un club il y a 50 ans, c'est un document d'histoire, et moi pour en extraire une vérité historique, pour en extraire une information utile au grand public, je vais poser des questions à ce document. Qu'est-ce que ce document nous dit sur la vie des judokas il y a 50 ans? C'est la même chose pour l'efficacité, il faut poser des questions. Est-ce que les katas reflètent une efficacité intangible et applicable à toute situation, ou est-ce qu'au contraire, ça reflète une efficacité dans la formation du corps et de l'esprit? Et donc, dans le contexte d'une éducation physique et morale, les katas sont un modèle d'efficacité. Par contre, dans le contexte du combat dans un bar, bon, rien que les tables et les chaises, c'est un problème. Bien sûr. Mais là, tu soulignes un point qui est important, et quand je commençais à enseigner, j'assistais à un professeur dans un club qui montait une section enfant, et je prenais quelques cours dans sa section adulte. Et je me rappelle d'une dame qui avait un certain âge du reste et qui me disait non mais dans le combat on va ralentir parce que je veux vraiment placer Uchi-uke. Oui mais en fait Uchi-uke c'est pas fait pour le combat. On peut pas sérieusement envisager qu'on va arrêter un coup de poing même à vitesse moyenne en faisant ce type de technique, ou des professeurs qui continuent à faire travailler Gedenbarai sur un Maegiri en disant non mais surtout tu montes bien là. Alors,
personnellement, si j'ai ce mouvement-là, moi je vais chercher un coup qui vient en haut avec éventuellement une esquive, une frappe, mais je vais pas chercher à parer un coup qui vient d'en bas en ouvrant ici, en remontant. Ça pose d'ailleurs la question du blocage sur le tibia dont on a parlé, l'avant-bras sur le tibia dont Absolument. on a parlé la dernière fois. Aucun sens. Donc c'est pour dire à quel point la propagande est efficace. Ah bah clairement. Parce que même des gens qui sont doués pour les arts martiaux, soumis à la propagande, ils vont répéter des choses qui sont illogiques. Oui. Ben c'est la puissance du dogme en fait et de la croyance. C'est en ça que moi je suis un esprit du XVIIIe siècle, voilà. Et c'est vrai que j'envisage les choses de manière rationaliste. Rationaliste, ça ne veut pas dire sans perception spirituelle, hein. La philosophie, avant le christianisme, elle posait les questions de la raison de l'être et du salut de l'âme. Donc on peut être très rationaliste et porter sur la spiritualité, mais on voit effectivement qu'il y a une puissance du dogme où ces gestes sont répétés. Je disais la dernière fois que mon collègue Antoine Perrochon est venu avec son matériel d'ostéo. Ben voilà, il te montre un radius cubitus et puis un tibia. Il suffit simplement de voir la chose pour comprendre que non, on n'a aucune chance d'avoir une technique efficace, c'est-à-dire avec le moins de dommages possible pour soi-même, parce que c'est aussi ça l'efficacité. C'est pas simplement faire tomber l'autre, c'est s'en sortir avec le moins de dommages possible. Sur ce type de technique, j'avais fait un stage il y a quelques années dans une organisation où je m'étais retrouvé avec des vikings. Donc les types faisaient 1m92, 120 kg, et puis donc travail Magiri, Geden Bahai, et donc moi ayant été plutôt inspiré par des formes type Kanazawa où tu vas accompagner la technique, arrondir pour pouvoir chercher le bon angle et t'économiser. Les types me disaient non, bonhomme, tu restes en face. Ben non, je peux pas arrêter, je peux évidemment pas arrêter ton tibia qui fait la taille de mes deux bras et de ma cuisse réunis avec mon avant-bras, c'est pas possible. Mais de la même manière qu'on voit, on voit encore dans des dojos, en ayant été sur une courte période avant de me faire mettre dehors, dans l'équipe de formation des cadres pour le diplôme fédéral, on a eu des expériences, des retours d'expérience de gens qui faisaient faire des pompes à des gamins de 6 ans. Bon, là, dans le cadre d'une formation, qui plus est d'une formation universitaire, c'est intéressant de travailler sur l'anatomie, ce qu'est le corps d'un enfant, et le corps d'un enfant à 4 ans, le corps d'un enfant à 10 ans, d'un adolescent à 15 ans. Si on n'a pas ces données-là, on en revient à pourquoi. Pourquoi est-ce que je peux travailler de cette manière et pas de telle autre? Les pompes sur les enfants, c'est une époque où les cours enfants étaient en réalité des cours adultes destinés aux enfants. Clairement. Et j'ai déjà vu ça même dans le judo et pas que dans le karaté d'ailleurs, dans le judo, même l'aïkido, ça a été le cas à un moment. Quand il y a eu des enfants qui sont arrivés dans les clubs, on s'est mis à faire des cours adultes pour enfants. Alors au début, il n'y avait évidemment aucune adaptation, et puis après on s'est très vite rendu compte qu'il fallait adapter. Alors, je ne parle même pas des cours de boxe anglaise, ou alors là, parce que les enfants n'avaient même pas, le casque n'était pas, en général le casque était utilisé à partir des années 70-80 comme un élément de protection pour les champions en préparation. C'est-à-dire les gens qui se préparaient à un combat, qui ne voulaient pas être blessés 2-3 semaines avant le combat, voilà, ils mettaient un casque pour être sûr d'éviter les blessures. Le casque n'était pas encore un outil pédagogique d'entraînement. Alors je ne parle pas des entraînements des enfants, à l'époque où il n'y avait ni casque ni les protège-dents pour les enfants, ça n'existait peut-être même pas. Donc bon, et se dire qu'on va faire des pompes à des enfants, c'est ne même pas soulever la question de l'utilité de faire des pompes. Les pompes, c'est un exercice de musculation au poids du corps, donc on va chercher à renforcer la musculature, mais le gosse de 10 ans, il ne va pas développer une musculature, enfin c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Donc bon, alors faire du cardio, j'entends, des squats, des burpees, faire des petits exercices de courir dans la salle, etc. Oui, mais ça en plus, les gamins... oui, ils aiment bien. Les gamins adorent, et puis ça a du sens. On ne doit pas non plus tomber dans la surprotection de l'enfant en se disant que l'enfant ne peut rien faire, que c'est une petite chose fragile. Évidemment, mais il faut avoir un travail qui est adapté. Mais je pense qu'un enseignant apprend beaucoup à travailler avec des enfants. D'ailleurs, au-delà de la transmission pédagogique, véritablement techniquement, le fait de donner des cours à des enfants, ce que je fais depuis
2009 maintenant, m'a aidé à considérablement progresser, même techniquement. Parce qu'avec les enfants, tu es obligé de travailler de manière plus relâchée. Et puis, l'objectif, c'est pas que tu cartonnes le nino et qu'il ressorte avec 10 cocards qui ont été donnés par le prof à la fin du cours, mais c'est que, bien entendu, tu lui fasses prendre conscience de ses erreurs ou des fragilités, mais il faut aussi qu'il prenne de l'assurance, qu'il prenne confiance, qu'il prenne conscience de son corps. Et donc, c'est vrai que dans cette espèce de travail en relâchement, où tu vas ralentir tes techniques, tu es amené à mieux assurer tes postures, ton assise. Donc le travail avec les enfants amène énormément de progrès. Et dans la mesure où tu te poses, en tout cas théoriquement, beaucoup plus de questions sur comment est-ce que je vais faire pour les amener à tel endroit, qu'en plus tu as une gestion du groupe et des individus dans le groupe qui est différente, surtout quand tu travailles avec des jeunes enfants, ça t'amène à véritablement affûter cette question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est adapté que je le fasse à ce moment-là? Est-ce que mes 20 enfants peuvent travailler de la même manière, ou est-ce que je ne dois pas mettre aussi en place de la pédagogie différenciée, ce qui d'ailleurs est gérable aussi sur des cours adultes. Et pour le coup, c'est quelque chose qui peut travailler dans le cadre des formations, y compris des formations professionnelles sur lesquelles j'ai pu intervenir. Moi, j'ai vu des chartes de formation et je me suis positionné en disant mais c'est pas possible, il n'y a pas un vrai cours de psychologie de l'enfant. Oui, c'est le fameux pic et collégramme dans les formations. Voilà, exactement. Et ben dans le cadre d'une université des arts martiaux, je pense qu'il est indispensable de mettre des cours de psychologie. Ça ne veut pas dire ressortir en étant psychologue. C'est simplement comprendre quels sont les mécanismes psychologiques. Ça peut être fait sur un semestre ou deux. C'est pas une... Alors j'ai d'ailleurs pensé, c'est bien parce que la boucle nous ramène à l'université des arts martiaux. Oui. J'ai d'ailleurs pensé à la formation concrète des gens. Effectivement, là j'ai mis l'histoire, la philosophie dans le programme. Je suis pas sûr qu'on ait encore aujourd'hui matière à faire 3 ans d'histoire des arts martiaux à raison de... Je pense que sur 2 semestres, ça peut être fait. Oui, oui. Et pareil pour la philosophie des arts martiaux. En réalité, 1 semestre ou 2, on peut expliquer les concepts taoïstes, shintoïstes qui sous-tendent la pratique de certaines techniques ou certains éléments pédagogiques. Mais par contre, pour la technique, ça pose un problème. Parce que, imaginons, là dans le programme, il y a la boxe anglaise, par exemple. Oui. Je me suis posé la question de comment apprendre la boxe anglaise à 50 personnes qui n'ont jamais fait de boxe anglaise de leur vie. Et en fait, ça nous ramène à la méthode Funakoshi. Funakoshi, il a commencé à faire du karaté en ligne avec des gens bien répartis, une méthode un petit peu militaire, parce que en fait, c'est la manière simple de faire répéter un mouvement en boucle à des masses, et puis avec un mec qui donne le compte. Mais alors, ça peut être fait à différents niveaux. On pourrait par exemple imaginer qu'un mec qui fasse la boxe anglaise pendant 3 ans, et fasse un premier semestre de déplacement, de répétition de drill, de techniques enchaînées, etc. Donc en ligne avec une 50aine de personnes de la salle. Puis à partir du 2e semestre, de commencer à mettre ce savoir en application avec des exercices par 2 et de commencer à faire du sparring léger, du sparring pédagogique avec des objectifs. Les sparring pédagogiques, c'est très bien parce que on peut avoir dans un sparring objectif touché au corps, oui, ou objectif touché du côté droit. Et donc ça pousse les gens. Alors ils peuvent tout faire, ils ont quand même l'éventail de techniques utiles, 100%, mais ils ont comme objectif ne compte que les points qui ont été marqués dans cette zone ou que les actions qui sont faites de telle manière. Donc ça, les sparring à objectifs, ça peut être un élément formateur qui est, je pense, très bénéfique pour apprendre à des gens qui ont en tous les cas jamais fait de boxe anglaise. Oui, en plus, tu amènes un élément qui est celui de la dimension ludique, qui, sur le plan pédagogique, peut avoir un intérêt. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une université, c'est une école supérieure, mais c'est une école. Qu'en latin, scola, c'est l'idée de loisir éducatif, et qu'effectivement, ça participe à favoriser l'apprentissage. Alors là encore, il faut toujours se poser la question de pourquoi à ce moment-là je vais être dans du magistral, pourquoi à ce moment-là je vais être dans une approche plus constructiviste, pourquoi à ce moment-là je vais passer par du ludique. Et pour moi, c'est d'ailleurs c'est ça qui fait la plus-value de l'enseignant et voir le sens même de son métier.
c'est pas uniquement de mon point de vue, hein. Après, j'accepte tout à fait la contradiction et je pense que ça nous amènerait ailleurs, mais que nos sociétés souffrent de l'absence de débat contradictoire où tout de suite on sort les gros mots fascistes, réactionnaires et j'en passe des meilleurs. Ça vient souvent du même côté d'ailleurs. Pardon, je referme la parenthèse. Et donc j'accepte la contradiction là-dessus, mais il me semble quand même que l'enseignant a pour métier de se poser la question de pourquoi il transmet cette connaissance, de pourquoi il la transmet de telle façon ou de telle autre, et pourquoi il le fait à ce moment-là avec un tel ou un tel. Donc un enseignant, pour moi, c'est un peu comme un philosophe. C'est d'abord quelqu'un qui pose des questions. Dans les questions qu'il va amener, évidemment, il va poser des éléments de réponse, que certaines de ces réponses sont soumises à discussion, à débat, à contradiction. D'autres sont plus arrêtées. Par exemple, non, la Terre n'est pas plate. Je suis désolé de rappeler certaines évidences, mais voilà, la Terre est ronde, on sait depuis l'Antiquité. Chaque année, la propension grandit de personnes qui pensent que la Terre est plate. C'est fabuleux, et pourtant, on a quand même, là aussi, au-delà des images satellites qui, bien sûr, nous viennent d'extraterrestres, de la Lune, qui est un satellite artificiel. Ça nous donne quand même un signal d'alerte formidable sur l'état de nos écoles et de nos sociétés. Bien entendu. Pendant que, alors c'est marrant parce que si on a une vision du monde qui est un peu bipolaire, pendant qu'en Chine ils sont en train de vraiment révolutionner l'intelligence artificielle et de progresser dans les mathématiques, dans les sciences dures, et d'avoir une conception très raisonnée des sciences et du savoir, nous on est en train de tourner en rond et on se fait rattraper terriblement. Complètement, et c'est regrettable, et ça vient justement, je pense, de cette espèce de relativisme qui a amené un rejet du rationalisme, alors que les expérimentations, les explications d'ordre scientifique, la manière d'observer justement l'horizon, la rotondité de la Terre ont été faites, amenées, démontrées, etc. etc. Mais on est toujours sur cette espèce de puissance du dogme. Et une fois encore, moi c'est quelque chose que je regrette dans nos disciplines, c'est-à-dire qu'on a le droit entre professeurs d'arts martiaux d'être en désaccord sur des approches pédagogiques, sur notre lecture d'un kata, même si effectivement à la fin il y en a un qui est debout et l'autre qui est couché. Donc quelque part l'ultime preuve de vérité, elle est réalisable assez facilement. Mais le fait de pouvoir discuter et se confronter ne signifie pas qu'il suffise à un moment d'arriver avec un avis. Voilà. Ouais, j'ai un avis, donc on discute, on peut discuter, on est en désaccord, donc mon avis, même s'il n'est rien d'autre qu'un avis, vaut le résultat d'expériences éprouvées, d'analyse critique. Ça rejoint ce dont on a parlé la dernière fois, le manque de gradation des informations reçues. Tout à fait. C'est malheureusement une caractéristique qui va encore durer longtemps, puisque nos universités, nos écoles, nos collèges, nos lycées sont cruellement atteints par cela, en particulier par le biais des réseaux sociaux. On n'enseigne pas aux enfants à comprendre qu'il y a une différence de valeur dans les informations qu'ils reçoivent. Et ils ne voient pas, comme ils utilisent les réseaux sociaux comme du divertissement, mais moi aussi, moi le premier, mais moi quand je regarde une vidéo sur Facebook, 3 fois sur 4, si la vidéo est préarrangée, mise en scène, etc., que ce soit des arts martiaux ou d'autres sujets d'ailleurs, ça se voit, ça saute aux yeux. Oui, absolument. Et en fait, pour quelqu'un qui développe l'esprit critique, c'est essentiel de le voir. D'ailleurs, souvent, mes jeunes élèves à qui je donne des cours particuliers de soutien scolaire en histoire géo me demandent « Monsieur, à quoi ça sert le commentaire de document ?» Et je leur dis « Mais on s'en fout que Erasme, ce soit le fondateur ou en tous les cas la figure de proue de l'humanisme, tout le monde s'en fout. L'important quand tu étudies les textes en histoire et quand tu fais des commentaires de documents, c'est de développer ton esprit critique par rapport à l'information reçue. Et nous, on te fait étudier ça en histoire parce qu'on est historien, mais la vérité, c'est que c'est applicable à Facebook, à Instagram, voilà. Tout à fait. L'histoire, c'est la compréhension du présent, au final, à partir de l'analyse du passé. Je suis de ceux qui pensent que les historiens sont la mémoire de l'humanité. Et c'est important parce que c'est probablement ce qui nous distingue le plus des autres animaux. C'est-à-dire le fait de ne pas être dans l'éternel présent et d'avoir cette espèce de chaîne de transmission avec la conscience de la transmission. Au final, quand on fait un kata,
que fait-on d'autre? Certes, les katas ont évolué, ont été transformés. Et les enseignants, même dans les arts martiaux, de mon point de vue, doivent pouvoir protéger leurs élèves contre eux-mêmes, contre eux enseignants. Ça m'est arrivé assez régulièrement d'avoir, notamment chez les ados, le côté « Waouh, ouais, mon prof est le meilleur, il est badass, etc., etc. » Et là, à un moment, il faut arriver à tout de suite couper non stop. Voilà, je suis mortel, comme tout le monde. Un coup de couteau, on ne l'encaisse pas. Et il est important de se descendre soi-même de son piédestal et d'accepter l'idée que l'on est prenable. Alors de manière tout à fait concrète, moi j'ai une vision particulière du combat, c'est-à-dire que très régulièrement, quand je mets des combats en place au dojo, je dis aux élèves, ce n'est pas un jeu. Et vous ne devez pas ressortir de là en vous disant j'ai passé un bon moment, c'était récréatif. L'un de mes frères de cœur, j'ai 2 frères de cœur avec qui j'ai des proximités importantes, a un avis radicalement opposé au mien. Alors que lui, il commence en disant bon voilà, là, vous allez faire un combat, c'est un jeu. Et je le fais venir en stage. Et je sais que quand il va être là en stage, il va dire ça à mes élèves qui ont entendu un autre discours. Mais il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'à un moment, il appartient aux élèves de se forger leur point de vue à partir d'une expérience qui, par définition, a été vécue. Et je pense qu'une université des arts martiaux digne de ce nom, ce serait de pouvoir aussi, bien entendu, à partir du moment où il y a une charte, un cadre, il ne faut pas que ce soit la fête à neuneux, mais permettre à des gens qui n'ont pas la même lecture et la même vision des choses de pouvoir enseigner à leurs étudiants. Et ça rejoint un truc qui est la légitimité à enseigner. En réalité, les professeurs qui ne proposent pas de vision autre que la leur à leurs élèves ont très peur de voir leurs élèves partir rejoindre cette autre vision. Oui. Ils ont peur de ne pas être légitimes à enseigner, de ne pas avoir quelque chose de spécial en eux, et donc de voir leurs élèves partir vers quelqu'un qui, lui, aurait quelque chose de spécial. Quand j'ai fait mes interviews sur le karaté, sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, j'ai rencontré 60 karatékas, et le tout premier, qui est un prof qui enseigne à 2 rues d'ici d'ailleurs, m'a dit « Mais tu sais, ton projet d'histoire de karaté, à l'époque, j'avais pas encore écrit le livre, je faisais des recherches pour écrire le livre. » Il m'a dit « Ça verra peut-être pas le jour parce que les professeurs seront peu enclins à accepter de figurer dans un livre où il y a 59 autres visions du karaté. Et il m'a dit, tu sais, ici, ils sont très peu sûrs d'eux. Ils gardent leurs élèves comme s'ils gardaient leurs poussins. Et donc, ça peut heurter les consciences, etc. » Et il n'avait pas tout à fait tort, je l'ai remarqué plus tard. Mais il y en avait quand même quelques-uns, rares, certes en proportion, qui me disaient « Ah mais moi c'est très bien que cet avis-là dont vous avez parlé, c'est très bien que quelqu'un ait une vision différente de la mienne. De toute façon mes élèves ils ne m'appartiennent pas, moi je vais les former quelques années, après ils partiront voler de leurs propres ailes. » Et on voit là qu'il y a 2 aspects qui sont quand même liés à l'aspect mercantile. C'est-à-dire que le premier professeur qui cherche à garder ses élèves, bah, il cherche à... Il y a un professeur qui m'avait dit ça, il m'a dit, tu sais, moi si j'avais pas un métier à côté, quand tu arrives dans le dojo, je verrais arriver des dollars. Ouais. Et donc en fait, ils cherchent à garder leur source de revenus, mais ce qui est compréhensible d'une certaine manière. Donc même inconsciemment, ils ne le conçoivent pas, mais ils enferment les gens dans leur système, parfois inconsciemment. Alors que le professeur qui a en général un métier ou qui a une stabilité financière certaine, bah lui, les élèves ils viennent, ils partent, il s'en fout, il propose son savoir et puis il est très content de partager avec d'autres qui n'ont pas la même vision que lui. Il y a aussi la question de l'assurance que l'on a en soi, parce que c'est important, et en ce que l'on a à transmettre. Ça rejoint la psychologie. Et ça rejoint la psychologie. Et quelque part, l'histoire, une fois encore, est une clé. Parce que tu soulignais très justement que c'était quand même compliqué d'avoir sur un cursus, mettons, de 5 ans, disons un master, tous les semestres de l'histoire des arts martiaux, pour des raisons évidentes de manque de sources. Par contre, on peut faire de l'histoire des civilisations qui ont vu naître ces arts martiaux. On peut, tu vois, l'histoire du Japon, par exemple, l'histoire de la Chine avec une périodicité, et évidemment ce serait lié aux arts martiaux et ça permettrait
d'opérer certaines démystifications. Et notamment cette espèce de croyance en une loyauté absolue du samouraï à son maître. La trahison n'existait pas, ces guerriers étaient fondamentalement désintéressés, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Pierre-François Souilly, notamment, a travaillé sur ces questions. D'ailleurs, je le dis pour les internautes, il a été interviewé sur la chaîne de Nota Bene. Oui. Il a fait une longue interview, donc j'invite les gens à aller la voir. Il a bien parlé sur les... Mais j'en profite aussi pour dire une petite chose, c'est que très souvent on présente la figure du Ronin. Oui. Et les gens, dans l'imaginaire populaire, le Ronin est un samouraï sans maître, mais un samouraï valeureux. Parce que c'est les films et les séries télé. Musashi. Voilà, bon. Et encore même Musashi, il a dû faire des saloperies. En général, oui, bien sûr, c'est l'image qu'on en a. Voilà. En général, le Ronin, c'est quelqu'un qui vogue de ville en ville. Et les gens qui allaient de ville en ville, qui ne restaient pas dans leur ville d'origine, à cette époque-là, c'était les repris de justice, qui ne pouvaient plus, parce qu'ils avaient manqué à la moralité, rester dans la ville en question, ou les gens qui avaient commis des exactions et qui se barraient vite dans le village voisin et ainsi de suite. Voilà, exactement. Et les Ronin, à part utiliser, parce que des gens qui maniaient la force à cette époque-là, ou qui savaient faire usage de la force, il n'y en avait pas tant que ça. Les méthodes de combat n'étaient pas connues. Les gens qui se battaient de manière naturelle, entre guillemets, n'arrivaient pas à beaucoup de succès, à moins d'avoir une force surhumaine. Voilà. Et donc quelqu'un qui porte 2 sabres, qui a appris à se battre, et qui va de village en village, en général, à part dépouiller le pauvre paysan qui l'a bousculé au croisement d'une rue, ou violer une femme et continuer sa route comme si de rien n'était parce qu'il sait que de toute façon personne ne pourra le choper, ou essayer d'extorquer le commerçant du coin parce que voilà, il lui a mal parlé, soi-disant il lui a manqué de respect. Bon, en général, les Ronin, c'était pas Robin des Bois. Voilà, c'était pas du tout Robin des Bois. Ils ne travaillaient d'ailleurs que pour eux-mêmes, justement parce qu'ils n'avaient pas de maître. Oui, et puis Souilly a démontré qu'avec la période Tokugawa, on a aussi des gens qui se retrouvent, disons, au chômage. Alors ça peut être parce qu'ils n'ont pas le talent suffisant pour être maître d'armes, parce qu'ils ne sont pas suffisamment lettrés pour devenir, disons avec des grands guillemets, des fonctionnaires d'État qui doivent administrer celui-ci. Et on a besoin, me semble-t-il, d'opérer une certaine démystification parce que c'est ce mythe du samouraï soi-disant extrêmement fidèle à son seigneur, quelles que soient les circonstances, justifie... Alors, je ne dis pas qu'il y a un lien forcément direct, mais en tout cas, ça contribue à ces espèces de dérives sectaires où des chefs de dojo ou des responsables de petites organisations se prennent pour des shoguns avec leurs vassaux, et derrière, il faut voir... je l'ai éprouvé de manière personnelle, hein, cette espèce de... je ne vais pas dire de mort sociale, mais en tout cas entre guillemets de stigmatisation. Vous voyez là, vous avez le vilain petit canard qui a été déloyal simplement parce qu'on a exprimé un désaccord sur une question, par exemple, de politique de développement. Non, les samouraïs étaient des gens attachés à la terre d'abord, et puis ne serait-ce que la bataille de Sekigahara nous apprend comment Hideaki, notamment, au dernier moment, effectivement, en renversant son allégeance, contribue à offrir la victoire à Tokugawa. Et donc, il y a besoin de faire de l'histoire. Il me semble d'ailleurs que Musashi a été blessé pendant cette bataille. C'est en tout cas ce que suggère l'auteur de La Plume et le Sabre, Eiji Yoshikawa, oui. Qui le fait. D'ailleurs, il commence son roman comme ça avec Takezo, Musashi, qui est blessé et qui aurait été du côté des vaincus. La coalition de l'Ouest. C'est beau, mais c'est un roman. Oui, c'est un roman. Et puis c'est paru à l'époque, je crois que c'est même paru sous forme périodique, avant d'être relié en 2 tomes. Oui. Je crois que c'était une sorte de feuilleton. Oui, ça a été un feuilleton dans une revue, effectivement, absolument. Mais pour en revenir à l'université, effectivement, sortir de cette vision-là, c'est difficile. Et on le voit que les problèmes logistiques, dès qu'on commence à penser l'université en question, sont nombreux. Alors il y a effectivement le problème des formateurs, mais bon, ça, trouver des formateurs de qualité, on peut faire quand même dans un grand pays comme le nôtre. Oui, mais il y a aussi le problème de la formation en elle-même. Voilà, on a plusieurs façons de voir la formation. Une façon qui enseignerait de manière spécifique, avec option.
Donc, où, par exemple, là, on aurait 3 parcours, un parcours préhension, un parcours percussion, un parcours arme. Ça nécessiterait effectivement, c'est un point que vous avez soulevé tout à l'heure, de classer le karaté comme un sport de percussion. Alors, ça dépend du formateur, encore une fois, parce que si c'est du karaté Goju-Ryu, ça va vite devenir très problématique. Ouais, si c'est du Shotokan très JKA, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais si c'est du Echi-Ryu ou du Goju-Ryu, il y a autant de mouvements de projection, de saisie articulaire. C'est très compliqué. C'est un petit peu ce dont je discutais avec un ami à moi. En arts martiaux japonais, on différencie Juken et Goken. Goken, c'est le point dur, c'est casser la surface. En gros, on va mettre des grosses droites. Et Juken, c'est le point souple, c'est ce qu'on appelle les points vitaux. D'ailleurs, j'ai les 2 livres dans Replay là au-dessus. Donc, c'est attaquer les zones sensibles, etc. On appelle ça points vitaux par facilité de langage. Exactement, par facilité de langage. Mais en fait, il s'agit simplement d'attaquer les points sensibles. Et même en boxe anglaise, où on a des gants, on partirait sur le principe que c'est du Goken, c'est tabasser la surface. En fait, il y a le coup au foie. Et le coup au foie, c'est frapper un organe vital, on ne peut pas l'entraîner, c'est du Juken. Donc il y a le KO. Le KO, c'est faire bouger très légèrement le cerveau dans la boîte crânienne, dans le liquide céphalo-rachidien. Et du coup, le cerveau, c'est un organe qu'on ne peut pas entraîner. Donc là aussi, c'est du Juken. Donc c'est compliqué de les classifier en tant que tels. Mais par contre, on peut quand même dégager de grandes orientations. Le judo, on ne peut pas décemment le mettre dans le... Voilà, bon. Même si dans les katas de judo, il y a des défenses contre les atémis, dans un kata de judo. Le jiu-jitsu, pareil. La lutte, n'en parlons pas. Donc on peut quand même dégager pour l'appréhension. En tous les cas, il n'y a pas de doute possible. Après, pour des arts martiaux mixtes, parce que je vais passer pour un zinzin, mais moi je pars du principe que tous les styles de karaté sont des arts martiaux mixtes. Je suis complètement aligné sur cette perception-là. Même en prenant Funakoshi, il a eu quoi, 5 ou 6 professeurs. Chojui Miyagi, pareil. Uechi Kambun, même chose. Ils ont tous été étudiés. Oui. En fait, ils ont tous fait des arts martiaux mixtes à leur époque. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans une ville. Ils avaient moyen éventuellement d'aller dans la ville d'à côté. Parfois, ils n'ont même pas eu besoin. Dans la même ville, il y avait 5 ou 6 professeurs qui enseignaient différentes méthodes. Ils ont appris toutes les méthodes. Il n'y avait pas de... La tradition, c'était justement d'aller apprendre plusieurs méthodes. Parce que c'est pragmatique. Ouais. Un combat, c'est pas simplement donner des coups. Ce n'est pas simplement attraper. Et qu'il est important d'avoir au moins de l'aisance déjà à changer les distances. Et puis, effectivement, à percuter sur de la courte ou de la longue distance, à appréhender. Et on en revient à cette question de l'ultra-spécialisation, qui est en fait un ultra-appauvrissement et un ultra-enfermement. Et tu évoquais le judo, mais un ami qui avait été dans sa pas encore lointaine jeunesse champion de France de full contact, je crois, m'avait offert pour un anniversaire qui commence à dater la première édition française d'un livre de judo. J'ai oublié le nom de l'auteur français qui est préfacé par un maître japonais. Je l'ai oublié également. Je prie tes spectateurs. C'est quoi le titre du livre? Alors en plus c'est intitulé Jujitsu. Ouais. Et oh là là, tu vois quel Feldenkrais? Non. Je te l'enverrai parce que je suis pas sûr de le retrouver. Ça doit être un des livres qui est en bas. Voilà, c'est celui-ci, c'est Atemi et Jujitsu. Ah ouais, ok. Robert. Et je peux le montrer? Oui, allez. C'est celui-ci. C'est un livre magnifique et l'auteur regrette que l'on limite le judo à un travail de préhension et de projection. Et je crois que le livre date de 56. Oui, quelque chose comme ça. C'est Robert Lasserre, je crois. Oui, absolument. Donc, ça nous dit... il n'y a pas la... Elle est à la fin, dernière page, toute dernière page. Merci. Tac. C'est ça, 56. Robert Lasserre était un judoka, un gars intéressant. Un gars au parcours intéressant, un judoka qui a été l'un des premiers à commencer le karaté, mais je ne sais pas exactement où il a appris le karaté. Parce que très tôt, il a sorti des livres pour concurrencer ceux de Henri Play. Oui. Et alors d'ailleurs, c'est très drôle quand on regarde les titres des parutions qui sont... Bon, je ne sais pas s'il y avait du plagiat à l'époque, mais c'est Karaté contre un adversaire, ABC du karaté. Et les publications d'Henri Play et de Robert Lasserre sont pratiquement les mêmes copiés-collés. Alors je ne sais pas qui a plagié sur qui ou qui a
transmission de pensée sur qui, disons. Mais en tous les cas, c'est intéressant de voir qu'il était à Toulouse. En fait, c'était 2 frères. Il y avait Robert Lasserre et son frère. Ils étaient à Toulouse et ils étaient en marge de la Fédération française de judo, justement pour les raisons qu'on a évoquées. D'accord. Ils faisaient venir d'eux-mêmes des maîtres japonais et coréens. Et ils avaient créé à Toulouse un grand centre de formation pour le judo. C'était justement les pionniers de la méthode Kodokan en opposition avec la méthode Kawaishi. Et du coup, la fédération, évidemment, qui était dirigée plus ou moins par Kawaishi et ses sbires, n'était pas du tout contente. Et Robert Lasserre avait été mis au banc de la Société des judokas, alors que c'était un mec qui était... bon, je ne l'ai jamais connu, moi, mais c'était un mec qui avait l'air d'avoir une grande ouverture d'esprit. Il faisait venir en stage des gens très compétents, dont Ichiro Abe. D'accord. Et jusqu'ici, ça a eu une influence, puisqu'on a ici un dojo qui a fêté ses 70 ans, il y a quelques temps. Bel âge. Le CRAM Judo de Nice, donc le centre régional amateur de judo de Nice, a fêté ses 70 ans. Et les 2 pionniers, qui étaient aussi 2 frères, les frères Robecki, ils étaient allés à Toulouse pour suivre des stages auprès de Ichiro Abe et de Robert Lasserre, puisque justement, il y avait là-bas un centre de formation assez important, et tous les renégats ou tous les gens qui étaient justement, comme les frères Robecki, passionnés de véritable judo, qui avaient rien à foutre des fédérations, ils avaient entendu parler d'un maître de japonais qui était venu justement pour enseigner le judo là-bas. Ils y sont allés, fédération, pas fédération. C'est déjà quelque part une démarche qui s'inscrit dans la logique d'une université. En fait, une université, qu'elle soit ici à Nice ou à Pékin, a priori, l'idée c'est on a besoin de tels spécialistes pour telle conférence ou pour tel cours, on va le chercher. Et c'est comme ça que l'on devrait pouvoir envisager de travailler. D'abord, ce serait beaucoup plus serein. Il y aurait moins de querelles de chapelle, je pense. Et ça donnerait un gage ou un label qualité plus intéressant, parce qu'au final, les personnes diplômées ne seraient pas, au moins théoriquement, ne seraient pas simplement les faire-valoir d'un tel ou d'un tel, ou à rouler pour tel courant ou telle chapelle, mais en ayant, quand bien même un regard critique est possible, en ayant reçu un enseignement qui n'a pas de vocation sectaire. Ouais, qui n'a pas de vocation mercantile surtout. Oui. L'université ne gagne pas plus d'argent si elle a plus d'élèves. En tous les cas, une université publique. Voilà. Après, une université privée, on peut en parler. Mais même une université privée, en réalité, elles sont liées à leurs mécènes. Très souvent, je parle des universités américaines, elles sont liées à leurs mécènes. Donc, elles ont besoin de gens talentueux qui fassent rayonner l'université, donc d'élèves qui fassent rayonner l'université, d'élèves diplômés, plus que d'un nombre ou d'une... En général, les universités américaines, voilà, elles aiment faire communication auprès des gens qui, une fois diplômés, ont réussi. Donc évidemment Harvard, Yale, etc. sont des universités qui vont plutôt solliciter les gens qui sont déjà sortis de l'université. Bon, ça pose la question public ou privé, mais je pense qu'en France, une université privée des arts martiaux, ça serait très difficile. C'est déjà difficile en soi d'envisager une université des arts martiaux. Alors en plus, une université privée, ça complique davantage la chose. Ça complique déjà l'onglet financement qui est déjà pas simple. Bien sûr. J'ai vu que vous aviez pris des notes du coup en ce qui concerne le projet. Est-ce que vous voulez revenir sur quelques points? Alors, je crois qu'on a croisé pas mal de choses. Moi, j'avais surtout noté effectivement la question de l'interdisciplinarité, la recherche-expérimentation. On en a parlé. La dimension universelle, académique, on en a parlé également. Les débouchés professionnels, je l'avais noté avec un point d'interrogation. Les grades. Et si il y a quelque chose que j'avais noté qu'on n'a pas abordé, c'est la notion d'arts martiaux et la tradition, la traduction que l'on en fait. Et pour moi, cette expression même d'arts martiaux est un mythe. On l'utilise encore aujourd'hui par facilité de langage. Exactement comme le terme kimono d'ailleurs. Excellent exemple. Excellent exemple. Et alors, toujours dans la logique du mythe, moi je suis toujours surpris
de constater à quel point la théorie Hokodome, arrêter la lance, a de la postérité. C'est-à-dire que quand vous discutez, je me suis fait un jour reprendre de voler comme ça par un professeur qui me dit non, Budo, bon, c'est pas la voie de la guerre ou la voie du combat, si on prend la traduction littérale, c'est la voie de celui qui arrête la lance. Ah bon, d'accord, ok, très bien, pourquoi? Toujours intéressant de... Je connais ils disent même la hallebarde, certains. Oui, exactement. Et moi, j'ai toujours trouvé que l'explication était courte dans le sens d'abord où si j'arrête la lance, est-ce que c'est la mienne que j'arrête ou est-ce que c'est celle de l'ennemi qui veut me planter? Déjà, en soulignant ce point, on ouvre une petite incise qui permet de questionner le concept. Ensuite, si j'arrête la lance de l'ennemi, c'est comment? Généralement, dans le cadre d'un combat, il y en a un des deux qui tombe. Et j'ai toujours trouvé surprenant qu'on s'arrête à cette idée, cette image en fait pacifiste de celui qui va poser la lance dans le cadre en fait d'un pays qui a connu, si on prend le cas du Japon, 8 siècles de guerre civile, féodale, quasi incessante. Et il y a quelques années, j'ai trouvé un article de Jordi Delage, qui est diplômé de l'INALCO, et qui soulignait le fait que donc, le ka-emoji bu, donc le kanji formé lui-même de deux caractères, ne signifiait pas arrêter la lance, mais que si on remontait à l'écriture osekai, donc disons primitive, c'est pas arrêter, mais avancer, ou c'est un pas. C'est la marche militaire. Exactement. Donc, avancer avec la lance. On est très très loin de la théorie Hokodome, et ça change tout le sens. En réalité, ils ont fait exprès, je pense, les Japonais, parce que je pense qu'ils avaient connaissance, on peut présumer qu'ils n'en avaient pas connaissance du sens originel. Ah non, j'y crois pas. Mais voilà, alors moi non plus. Je pense qu'ils ont fait exprès de changer le sens, ou en tous les cas de transmettre un sens nouveau quand ils ont exporté les budo au niveau international, et de créer cette signification pacifiste qui leur a en fait été imposée par les Américains oui, quand bien ils sûr. ont gagné la guerre. C'est le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. D'ailleurs, c'est exactement la même transformation qui a eu lieu dans l'aïkido. Mais pour en revenir au budo, on peut aussi présumer du fait que la philosophie qu'il voulait véhiculer, c'est la même que celle de Sun Tzu. En fait, Sun Tzu est profondément pacifiste dans la mesure où il considère que si le général fait bien son travail, il est tellement supérieur à son ennemi qu'il va dissuader son ennemi ou ses futurs ennemis d'entrer en guerre contre lui. Oui, on voit les jeux d'alliance, voilà. d'isolement. Et donc c'est le paroxysme de l'art de la guerre, c'est vaincre sans combattre. Bon, ça c'est beau. Voilà, oui. Mais c'est pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que tous les pays ont vécu des guerres et que le caractère pour dire la guerre ou pour dire l'art de la guerre, en général, ça parle de guerre, ça parle pas de paix. Absolument. Et puis alors, l'exemple de Sun Tzu est particulièrement pertinent parce que bien que celui-ci précisera tant qu'il est possible de ne pas détruire une ville, on ne la détruit pas, il explique aussi comment on fait pour détruire une ville. Et notamment en utilisant le feu, il évoque la façon dont on utilise les services secrets avec des agents volants, ceux qu'on va laisser prendre pour qu'ils soient... qu'ils donnent de désinformation. Exactement, et en sachant très bien qu'on va les éliminer. Et je comprends tout à fait la logique japonaise à l'issue de la guerre, surtout après les interdictions posées par les armées d'occupation de MacArthur, le fait que le Japon aussi soit ressorti dégoûté de la guerre avec la propagande. Il y a toujours un dur réveil après la phase de propagande. Ah, clairement. L'Allemagne a vécu le même dans une certaine mesure. Absolument. Et en plus, les deux exemples, pour le coup, historiquement, disons qu'il y a certaines proximités dans la période. Donc ça, je le conçois. Moi, ce qui m'interroge toujours, c'est la manière dont on va répéter ça aujourd'hui en boucle, sans le contextualiser et surtout le marteler avec cette espèce d'aplomb. Une fois encore, c'est le poids du dogme. Et que le fait de pouvoir recentrer les choses, ça ne veut pas dire demain, tu prends ton sabre et tu coupes la tête du premier type qui passe, bien que certains ne s'en privent pas. Je ferme la parenthèse. Mais déjà, c'est comprendre les choses,
C'est appelé aussi à la responsabilité. Le sabre est un trésor dans son fourreau. On peut l'entendre de différentes manières. Oui, il est dans son fourreau, mais il est quand même là. Ça permet effectivement de recentrer un peu les responsabilités individuelles. Le fait qu'un combat peut avoir des conséquences qui sont graves. Encore une fois, c'est Sun Tzu. Dans une guerre, quel que soit le camp qui puisse se déclarer vainqueur, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Magnifique citation. Mais ça rejoint un petit peu la dissuasion, un contexte très actuel, la dissuasion nucléaire. Effectivement, quand on a des armes d'une telle capacité de destruction, effectivement, le fait ne serait-ce que de présenter ces armes et de dire qu'il y a une possibilité de les utiliser, alors effectivement, dans la tête de certains dirigeants, comme Poutine, cette possibilité est envisageable. Bien sûr. Bon, ça pose question sur la psychologie des dirigeants et des gens qui les ont mis en place. Oui. Mais en tous les cas, pour les arts martiaux, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont pratiquants d'arts martiaux qui ne conçoivent déjà pas bien le mot qu'ils emploient pour désigner leur discipline. Après, bon, on peut dire ils conçoivent pas bien, moi je conçois mieux. Bon, oui. C'est peut-être un peu égocentrique, arrogant, etc. Mais le fait est que étudier la sémantique, donc justement, ça pourrait être partie intégrante du programme de chinois, de japonais. Bah oui, parce que je vois là qu'il y a des cours de langue et de fait, la langue et la philosophie se croisent. C'est-à-dire le sens d'un mot, pourquoi, dans quel en général, je le sais parce qu'à l'université Côte d'Azur, c'est comme ça. Le professeur de langue et civilisation chinoise, par exemple, enseigne par définition. Normalement, c'est le rôle du professeur de langue et civilisation d'expliquer le sens des mots. Oui. Et ça, malheureusement, dans les arts martiaux, on ne l'a pas pour le moment, pour la simple et bonne raison que les gens qui manient ces mots, donc les pratiquants d'arts martiaux, de karaté, de judo, d'aïkido, etc., n'ont pas suivi ces cours. Et donc, très souvent, ils manient le concept lié aux mots de la mauvaise manière, puisque, en particulier dans les systèmes qui utilisent des sinogrammes, des idéogrammes, le concept évolue sans que le mot ne change. Ou inversement, le mot change sans que le concept n'évolue. Alors dans nos langues, ça arrive, mais en général, quand le sens évolue, on finit par changer de mot au bout d'un moment pour dire la même chose. Et puis, ce sont nos langues. Voilà, alors dans les langues orientales, extrêmes orientales, c'est intéressant de questionner la nature des concepts derrière les mots. Et là, comme on vient de le faire pour le mot budo, mais on pourrait le faire... j'ai donné l'exemple de kimono, mais c'est un parmi des centaines de mots qu'on utilise de manière déformée ou de travers. Et là, je pense que c'est pour ça que j'ai mis les langues étrangères dans cette université. Et aussi pour la partie professionnalisante, parce que je suis certain que les gens qui seraient diplômés d'une université telle que celle-là seraient amenés à voyager dans les pays, soit pour se former, pour la formation continue, soit au contraire à accueillir des gens qui viennent de ces pays-là pour proposer des stages dans leur club, etc. Et que donc le fait de manier bien ces langues, ça leur permettrait, professionnellement parlant, d'avoir accès à plus que ce qui a été enseigné au sein de l'université. Oui, je pense que c'est une donnée qui est importante, d'autant que la question de la langue amène la question de la communication, forcément. C'est une vérité de la palisse, mais parfois important de rappeler certaines évidences. Et en plus, dans la langue, ne peut-on pas considérer la langue comme étant l'âme, en fait, d'une nation, quelque part? C'est-à-dire que le choix des mots pour définir une réalité, un concept, est particulièrement important. Et dans nos disciplines, ça a une portée particulière. Le nom des katas, par exemple. Le nom des katas dit quelque chose du kata. C'est toujours très surprenant de voir dans les formes de compétition, qui sont sur le plan purement athlétique, évidemment, très spectaculaires. Genre les compétiteurs kata sont des athlètes, je ne le remets pas du tout en cause. Par contre, le kata tel qu'il est présenté et pratiqué en compétition n'a rien à voir avec le kata traditionnel. Et moi, je suis toujours surpris, je caricature un peu, de voir que l'on exécute ou que l'on s'exprime dans MP, par exemple, le vol de l'hirondelle, de la même manière que si on fait Basai Dai. L'idée de traverser la forteresse j'avais vu l'interprétation suivante, rompre l'encerclement, c'est intéressant. Théoriquement, ces katas, qui en plus ont des sources et des origines différentes,
ne doivent pas ressortir de la même manière, si je puis dire. Et donc le nom du kata, ou le nom des techniques, le nom des concepts, Tsuki no Kokoro, dit quelque chose, et ça c'est une mine d'or pédagogique, et ça éveille quelque chose chez celui qui apprend et qui pratique. Et je suis, alors là pour le coup, je suis scandalisé quand j'entends que par exemple, dans le cadre d'un examen de grade, on dit oui, mais si le candidat ne connaît pas le nom de la technique ou de l'enchaînement japonais, et on parle d'enchaînement simple, hein, on le lui donne en français, bon, bah à ce moment-là, je suis désolé, mais on va faire de la savate ou de la boxe anglaise. Et je le dis sans mépris pour ces disciplines-là. C'est-à-dire que si à un moment on fait le choix du karaté, du judo, du tang sudo, de l'apkido, du muay thai, enfin ce qu'on veut, pour moi, c'est pas une vérité absolue, mais c'est en tout cas moi comme ça que je souhaite le transmettre à mes élèves, c'est qu'il y a quelque chose qui relève du processus d'acculturation. C'est s'imprégner d'une culture différente, au moins le temps d'un entraînement, et essayer de comprendre, au-delà de la technique, la portée culturelle, historique, philosophique qu'il y a derrière. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ce processus d'acculturation, il a trouvé un pic dans les années 60-70, les gens étaient très réceptifs, et puis c'est redescendu, et maintenant, bon, les fédérations, moi je me mets à leur place, hein, ils ont fait ça pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas du tout envie d'apprendre les termes en japonais, ils ont la flemme, et oui. En réalité, ça leur rapporte plus de candidats, donc plus de licenciés, donc plus de pognon à la fin du compte, d'avoir les termes en français si jamais le gars comprend pas en japonais. Et puis voilà, ça emmerde tout le monde d'apprendre le japonais, personne n'a envie de le faire quand on a... Ça dépend aussi de l'enseignant en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'un enseignant qui sait amener ça ouvre des perspectives superbes. Mais les enseignants le faisaient malgré eux. Je sais pour le judo que ça a été le cas. Alors je vais le dire avec des guillemets, mais les professeurs de judo parlaient, c'est comme ça qu'on me l'a dit, je le mets avec des gros guillemets, le petit nègre. Pourquoi? Parce que les professeurs de japonais qui venaient enseigner le judo par le biais de stage ou quelques années en France, ou Maître Kawaishi lui-même, parlaient en réalité quelques mots de français. Oui. Ils avaient un vocabulaire très restreint. Et donc, Maître Kawaishi, par exemple, c'était un des trucs qui disait « vous, mauvais mental ». Quand les gens comprenaient pas pourquoi d'une technique, pas questionner pourquoi, mauvais mental. Et donc, les professeurs de japonais avaient un vocabulaire très restreint, et il se trouve que par mimétisme, des gens qui avaient des diplômes universitaires ou qui avaient le certificat d'études ou qui étaient vraiment des gens qui étaient dans la société des Français, hein, qui devenaient profs de judo, se mettaient à répéter ces expressions dans leur dojo. Et donc, on a vu des professeurs français depuis 10 générations qui se mettaient à répéter ce genre d'expression avec l'intonation, etc. Et donc là, on avait trouvé un summum dans le processus d'acculturation. Ils étaient tellement ouverts à cette culture qu'ils recevaient, qu'ils devenaient eux-mêmes une sorte d'archétype stéréotypé du professeur japonais installé. Oui, d'accord. Plus de discernement. Voilà, là, il n'y avait plus de discernement entre la tradition que l'on reçoit et celle dont on est dépositaire. La langue française. Bon, c'était quand même trop, faut être honnête. Oui, non, mais bien sûr. C'était un peu trop. Et après, petit à petit, ça a décliné. Après fin des années 60, début 70, ça a décliné. Et là, effectivement, on arrive à un summum où on part du principe que les disciplines japonaises, en fait, ne sont pas japonaises, qu'elles ont une existence proprement française. Alors, ça se défend au point de vue conceptuel. Mais de là à ne plus du tout considérer la langue, la culture qui les ont vues naître, ça me semble beaucoup quand même. Ah bah moi on m'a clairement dit, et c'était un officiel, nous ici le Japon on sait pas ce que c'est. Bon je trouve ça regrettable, c'est un parti pris qui n'est pas le mien et je pense qu'il n'est pas celui de beaucoup de pratiquants et ça pose la question des racines. Moi je ne suis pas de ceux qui disent que tout changement est mauvais. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui disent que tout passe par le changement. On a besoin de racines et on a besoin aussi d'ouvrir l'esprit de nos élèves, en tout cas d'ouvrir une porte à nos élèves et à eux effectivement de faire le chemin. C'est aussi à chaque enseignant effectivement de pouvoir dire si vous venez chez moi, voilà ce que vous allez trouver. C'est vrai que ça peut demander une certaine forme
d'honnêteté qui n'est pas toujours évidente, surtout quand on a une fin de mois à assumer. Mais j'ai la faiblesse de penser que les gens apprécient la sincérité. Moi, je ne forme pas la compétition. Mes gamins, ils font 2 compétitions dans l'année. Et d'entrée de jeu, je dis aux parents, voilà, les enfants, s'ils viennent chez moi, voilà ce qu'ils vont trouver. C'est ça que je transmets. Si vous voulez faire de la compétition, je peux vous indiquer des collègues, mais c'est pas chez moi qu'il faut venir. Ouais, ça pose la question de l'honnêteté des professeurs. Bon, dans le cadre d'une université des arts martiaux, on part quand même du principe qu'on aurait des formateurs de qualité qu'on aurait sélectionnés et qui, de toute façon, reçoivent à la fin du mois le même salaire, donc ils n'ont pas intérêt à mentir Mais ça quand même, je pense que si on prenait des gens qui sont habitués à devoir défendre leur gagne-pain, ils auraient quand même une certaine inertie de leur pratique qui ferait que même au sein de l'université des arts martiaux, ils continueraient à défendre leur chapelle. Donc il faudrait être très sélectif sur le recrutement. Oui. Bon, c'est faisable. On a quand même en France, dans toutes les disciplines martiales et sportives, des gens qui sont de grands experts, qui malheureusement dépérissent en attendant que le système change, mais le système ne change pas tout seul. Donc il faut se bouger un peu pour le changer. Et en attendant, on prend du retard sur les autres nations. Un truc que j'ai pas noté dans mon programme d'université, c'est de comparer avec ce qui est fait dans les autres nations. Par exemple, bon, là en ce moment, ce qui fait rêver les jeunes, c'est surtout l'UFC, les grandes compétitions de MMA. Et des pays d'ex-Union soviétique qui forment bien les gens à la lutte et à la boxe, forment mieux les jeunes à entrer dans ces compétitions et à avoir un véritable avenir professionnel avec toute la communication. À la fin, ils font même les pubs pour L'Oréal, etc., les gars, que des pays comme la France, qui sont pourtant des pays de tradition martiale ancienne et valeureuse. Donc, c'est affligeant. Et donc, on prend effectivement du retard sur des nations qui commencent à... Alors, en plus, ce qui est très amusant, ou pas du tout, c'est qu'on avait une expertise qui a tellement périclité qu'on est obligé maintenant d'aller rechercher l'expertise dans les pays dans lesquels on a donné par le passé. C'est en particulier le cas au niveau de l'enseignement, puisque il n'est pas de nature inconnue que le Japon, quand il s'est ouvert au monde, est allé chercher par le biais de Jigoro Kano et d'autres à copier les systèmes d'enseignement occidentaux. Et en fait, les systèmes d'enseignement japonais actuels, enfin asiatiques même, actuels, sont des copies conformes des systèmes français et britanniques du 19e siècle et marchent très bien. Et nous, on a perdu ça, et du coup, maintenant, on dit, ah, regardez, il faudrait prendre exemple sur eux, mais c'est pas eux, c'est nous qui leur avons donné le... Absolument. Absolument. Bon, et on est un peu dans la même... Enfin, on est en début de descente aux enfers pour ce qui est des arts martiaux, en tous les cas. C'est un petit peu le même profil qui se présage, c'est-à-dire qu'on va laisser mourir nos experts, et petit à petit, on n'aura même plus la qualité sur laquelle on aurait pu compter, on va devoir aller la rechercher auprès d'autres nations, et c'est triste à mourir, quoi. Bah, ça pose les limites des fonctionnements, disons par arrangement, par amitié, voire par chapelle, et que de manière générale d'ailleurs, c'est pas lié qu'aux arts martiaux, c'est quelque chose qu'on voit dans le fonctionnement associatif, où on a parfois du mal à se dire on va faire venir quelqu'un qui n'est pas forcément de telle association ou de notre cercle immédiat de contact pour faire venir de l'expertise. Et là, je pense qu'on en paye le prix fort. Et c'est regrettable parce que ce n'est pas sans conséquence dans une société en plus où les arts martiaux seraient davantage bienvenus, dans le sens où je trouve que ça fait partie des rares disciplines qui posent à la fois l'ouverture sur soi-même, avec tout ce que cela engage en termes d'assurance, l'ouverture aux autres, mais un cadre, une discipline, la possibilité de travailler à la fois la performance physique et une forme d'élévation philosophique, intellectuelle. On joue sur énormément de registres et on aurait besoin de revenir à une véritable exigence
et une démarche qui soit qui soit rationalisée en fait. Malheureusement, ça pose la question du recrutement. Alors pour l'université, j'en ai pas parlé parce que bon, c'est une ébauche de programme et puis moi aussi je suis en train d'écrire ma thèse en ce moment. La question du recrutement des professeurs est intéressante, on en précisera peut-être la pensée la prochaine fois, mais moi je pense que le seul recrutement possible dans l'état actuel des choses, c'est un recrutement sur concours. C'est-à-dire mettre en place un concours avec un écrit et puis ceux qui ont réussi peuvent passer l'oral, un petit peu comme le CAPES en réalité, comme les grands concours d'enseignement. Parce que la réalité, c'est que si on recrute sur carte de visite, on va devoir faire le tri entre les vrais experts, les charlatans qui ont 9 ou 10 dan dans 25 disciplines, les gens qui sont de grands formateurs parce qu'ils ont vraiment amélioré la pédagogie, qu'ils ont formé des gens importants, qu'ils ont participé à l'évolution des choses, et puis les gens qui sont de grands formateurs sur le papier parce qu'ils ont, comme McDonald's, 25 succursales dans 40 villes différentes, enfin bon. Cobra Kai. Voilà, donc bon, je ne nommerai aucun chauve très connu des arts martiaux français qui a ouvert des succursales tel McDonald's un peu partout et qui maintenant se cassent la gueule les unes après les autres. Mais autant dire que voilà, il faudrait faire un tri terrible si on recrute sur carte de visite. Je parle même pas des anciens formateurs du GIGN qui semblent être plus nombreux que tous les membres du GIGN ayant parcouru l'espace terrestre. Ça c'est très drôle aussi, donc c'est pas possible sur carte de visite en fait, et vérifier du concours, je comprends. Voilà, vérifier la réputation réelle de chacun, c'est pas possible. Il faut mettre en place un concours avec une thématique précise, avec quelques questions, donc un écrit, tout simplement, un examen écrit, avec quelques questions sur l'histoire des arts martiaux, quelques questions sur la médecine préventive du sport. En général, ces gens-là d'ailleurs sont souvent titulaires du brevet d'État, du DGEPS, oui, etc. Oui, bien donc, sûr. Sont censés, je dis bien censés, le mot important dans cette phrase est censé, avoir cette connaissance en eux. Donc ce serait pas idiot de mettre un concours avec voilà, des questions sur les différentes thématiques liées à l'enseignement et la pratique des arts martiaux. Et puis ceux qui réussissent l'écrit se présentent devant un jury composé de pratiquants universitaires et uniquement de pratiquants universitaires qui posent quelques questions à l'oral pour voir si le gars est vraiment sérieux. Parce que, bon, si je mets en place un écrit, si c'est moi qui le fais en tous les cas, si je mets en place un écrit, le gars qui réussit l'écrit, je pense que l'oral c'est une formalité, mais voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours bien de... Ouais, il faut avoir un double système de contrôle, et puis surtout, il faut avoir une décision collégiale à la fin, puisque l'écrit est corrigé par une seule personne. Bon, on peut faire en sorte que chaque question soit corrigée par un référent de la discipline en question, mais bon, c'est faisable maintenant avec Internet, ça se fait. Ça pose quand même quelques petits problèmes de logistique. Il faut déjà recruter les examinateurs avant même de former le jury. Bon, ce serait mieux d'avoir un seul correcteur pour les questions, le questionnaire, et puis d'avoir un jury composé de spécialistes de plusieurs disciplines. Je sais pas moi, un spécialiste de la médecine préventive du sport, un spécialiste de l'histoire, de la philosophie des arts martiaux. Et une fois que le gars réussit l'écrit, il passe un oral devant ce jury réuni. Un oral qui porte sur un sujet, comme le CAPES. Oui, bien sûr. Et ce qui permet en plus de développer davantage, Bon, mais pour l'instant, un des gars qui a commenté la vidéo m'a dit où en est votre projet? J'ai dit non, pour l'instant c'est une idée. Voilà, c'est pas encore un projet. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal, mais bon, des idées, on peut en avoir 1000. L'important, c'est au moins d'en concrétiser une. Oui, c'est vrai. Bon, enfin voilà, on a déjà dépassé l'heure 30. Je crois qu'on va conclure. Bon, merci encore une fois d'être venu. Merci, je suis honoré. Un peu de propagande pour ton association, Shin-Kyokai. Oui. Alors, Shin-Kyokai, c'est une académie d'arts martiaux, et donc l'objectif, c'est de permettre à des gens de différentes disciplines de travailler ensemble à l'occasion de stages plus ou moins réguliers sur l'année, d'avoir un cadre qui leur permet de perfectionner leur propre discipline, justement en mettant en place aussi des stages. Et enfin, c'est de lier ceci à la question de la philosophie de nos disciplines, et sans verser dans une espèce d'ésotérisme pour occidentaux en mal de mysticisme, et à la question du soin. Alors, on a conclu notre dernier stage par 1 heure de yoga. Donc la question du soin de soi, travailler vraiment sur l'ensemble des dimensions. Là on a 3 ans maintenant, on va finir notre année par un stage combat interdisciplinaire. Et je crois que là bientôt il y a la fête du printemps qui est organisée. Exactement, on organise pour le 13 avril, c'est l'élément important parce que en fait l'académie elle a du sens par rapport à cet événement, par rapport à Harumatsuri, festival du printemps, arts martiaux et culturels du Japon.
Le projet est soutenu d'ailleurs par le consulat général du Japon à Marseille. Et l'idée, effectivement, c'est de permettre au grand public de pouvoir toucher du doigt la calligraphie, le judo, l'origami, le karaté, ceci sur une journée. Ouais, c'est un événement intéressant. Ça me rappelle un truc qui est organisé ici. Bon, moi j'ai fait du japonais pendant un an en cours particulier et ma prof de japonais organise chaque année au lycée Estienne-d'Orve justement parce que bon, les gens ne savent pas, mais au Japon, les changements de saison sont l'occasion de fêtes. Oui, Matsuri. Et voilà exactement. Et donc elle organise pour la fête du printemps ici même au lycée Estienne-d'Orve le même genre d'événement avec je crois qu'il y a de l'origami, il y a du kendo, enfin il y a un ensemble de disciplines japonaises qui sont présentées et c'est pas mal. Et ça m'a beaucoup rappelé ça parce que je pense que en fait les associations japonaises souvent font. Oui, absolument. Souvent d'ailleurs c'est pratique culturelle, démonstration martiale. Là, nous, on essaie de faire pratique dans les deux versants. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir partager autour de cette passion du Japon. C'est l'occasion aussi d'une fête familiale. L'année dernière, on a accueilli plus de 800 personnes pour une première édition à Aix-en-Provence. Donc, c'est pas mal. Mais on a vu qu'il y avait, sur la même période, il y avait d'autres Haru Matsuri dans la région, en fait. Oui. Ouais, c'est l'occasion des fêtes de printemps, effectivement. Absolument. Bon, bah voilà, la Merci suite au beaucoup. prochain épisode. Avec grand plaisir. Merci.